Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 10, l'appel de la forêt. Alors l'appel de la forêt, c'est une référence à un livre que j'ai adoré, en fait j'y ai pensé parce que je l'ai lu quand j'étais en sixième. Ça remonte un peu, certes, mais quand même. Et c'est un livre de Jack London qui est génial, qui est un super bouquin qui parle de l'histoire d'un chien qui est capturé puis revendu pour être chien de traîneau. Je viens de recevoir un texto, c'est parfait. Et qui en fait retourne à la vie sauvage. En fait, c'est les aventures d'un chien. Alors dit comme ça vous passionne peut-être pas, mais c'est un super livre que moi j'avais adoré. Si vous aimez les animaux, les aventures, etc., bah ça se passe pendant la période de la ruée vers l'or. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas lu. C'était un exercice, donc, où est-il? Il est là. C'était un exercice qui parlait un petit peu des écosystèmes. Donc, je vous avais fait un cours sur les écosystèmes et les relations au sein des écosystèmes, en vous expliquant qu'un écosystème, c'était l'ensemble des êtres vivants qui vivaient à un endroit et de leur environnement proche, donc ce qu'on appelle la biocénose et le biotope. Bon, c'est des mots un petit peu compliqués, un peu chics. Si vous voulez les apprendre, ça permet de gagner des points. Comment il s'appelle ce jeu? Au Scrabble. Je suis pas sûre que vous jouiez à ce jeu. Moi non plus, j'y joue pas, vous inquiétez pas. Euh, je vous disais qu'il y avait plein d'écosystèmes très différents sur Terre, et effectivement, au sein de chaque type d'écosystème, bah, il se passe un tas de choses. Un écosystème, c'est pas forcément très vaste en surface, hein, ça peut être tout petit. Par exemple, on peut considérer que le dos d'un hérisson, c'est un écosystème à part entière. On y trouve des puces, des tiques, tout un tas de choses, éventuellement des petites mousses et des petits machins. Bon, voilà, ça c'est un écosystème. Après, vous avez des écosystèmes monstrueusement gros, la toundra, la taïga, etc. Bon. Donc un écosystème, voilà, c'est l'ensemble des êtres vivants et de l'endroit où ils vivent. Et il s'y passe un tas de relations. Alors je vous ai dit qu'on en parlait parce qu'en fait les écosystèmes sont fragiles, sont de plus en plus fragilisés, merci les activités humaines, et que donc pour essayer de les préserver, il faut d'abord comprendre comment ils fonctionnent. C'est comme en médecine, hein, avant de soigner quelqu'un, il faut savoir comment fonctionne le corps humain, sinon on fait n'importe quoi. Voire de la boucherie-charcuterie, ce qui a été fait dans le passé. Donc maintenant on a compris que pour agir sur quelque chose positivement, il faut d'abord comprendre comment cette chose fonctionne. Bon là je vous ai mis des exemples d'écosystèmes menacés. Vous avez un récif corallien, vous avez une mangrove, vous avez une forêt tropicale. Bon, c'est des trucs un peu exotiques, mais enfin même plus près de chez nous, il y a des écosystèmes menacés. Je pense notamment aux écosystèmes dunaires, hein, les dunes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ces grosses collines de sable qui bordent les littoraux. Bah, c'est typiquement un écosystème fragile et protégé et très, très surveillé. Je vous expliquais qu'au sein des écosystèmes, il y avait une sorte d'équilibre qui se produisait entre tous les êtres vivants et leur environnement. Et il y avait différentes relations qu'on pouvait mettre en évidence, des relations alimentaires, donc quand il y en a un qui bouffe l'autre, des relations de support, c'est-à-dire des êtres vivants qui se développent soit sur un autre être vivant, soit sur un élément minéral de son environnement, des relations sociales entre les individus, alors souvent de la même espèce, mais parfois il y a des relations sociales entre des individus d'espèces différentes. Ça peut être de l'entraide, ça peut être de la compétition, ça peut être un tas de choses. Et puis des relations d'aménagement. Je vous avais mis ici une termitière. Voilà, les animaux notamment, mais pas que, les végétaux aussi, façonnent leur environnement, le modifient à leur avantage. Je vous avais mis ensuite des illustrations, des relations alimentaires, par exemple. Là, c'est un lion qui boit de l'eau. Donc, c'est une relation entre un animal et un minéral. C'est alimentaire, hein, à partir du moment où ça contribue à sa nutrition, c'est alimentaire. Des relations de support, vous avez ici un petit oiseau sur une branche, hein, typiquement. Une relation sociale, alors là c'est le paon qui fait le beau devant sa femelle. Le paon qui fait la roue, c'est pas juste pour faire plaisir aux touristes, hein, c'est avant tout pour séduire les femelles. C'est une relation sociale au sein de l'espèce paon, d'accord. Et un exemple classique de relation d'aménagement, c'est le castor qui va aller farfouiller des branches, détourner le cours d'une rivière, etc., pour y installer ses petits barrages et ses petites installations. Voilà, ça c'est une relation d'aménagement assez spectaculaire. On n'en voit pas tous les 4 matins, mais si vous avez l'occasion un jour de voir un castor, ou juste un barrage de castor, c'est ouf, c'est hyper bien fait, c'est d'ailleurs très étudié, enfin ça a été très étudié, et c'est pas fait au hasard si vous voulez. Donc ça c'était des petites illustrations pour vous guider.
Et puis je vous expliquais que bah, évidemment l'humain a un impact sur son environnement, on est un animal comme un autre qui a un environnement, donc qui vit au sein d'un écosystème. Et bah, évidemment, on a un impact qui est parfois positif, heureusement, mais bien souvent négatif, notamment avec la société moderne hein, qui tend à s'étendre, l'urbanisation, la modernité, bah, qui fait qu'on n'est pas toujours très soucieux de préserver notre environnement. Mais heureusement, les consciences s'éveillent un petit peu, et puis bah, y a des gens qui font des bonnes choses maintenant pour l'environnement, parce que tout simplement, ils se rendent compte que bah, déjà, la nature est belle, mais surtout, c'est pas profitable pour nous à long terme de continuer à tout bousiller. Si vous voulez, il y a un moment, ça peut plus tenir. Donc, les scientifiques disent ça depuis les années 60-70, on commence tout juste à les écouter, c'est ça qui est bien. Il y a du boulot. Hein, si vous voulez un secteur d'activité qui risque de fonctionner dans les années à venir, hein, le secteur de l'environnement et de la préservation de l'environnement, je peux vous dire qu'il va y avoir du boulot. Par contre, il va falloir travailler un peu à l'école. Mais voilà, ça c'est un secteur qui va recruter à l'avenir. Donc, voilà, je vous lançais ensuite sur cet exercice. Et tant qu'à faire, j'ai choisi un écosystème familier et proche. Je vérifie juste que mon enregistrement fonctionne. Oui. C'est la forêt. La forêt, c'est un écosystème à part entière. Les forêts françaises, il y en a pas mal. En fait, c'est marrant parce que on dit souvent qu'il faut protéger la forêt est en danger. C'est vrai, hein, il faut protéger les forêts, c'est très bien. Mais on a toujours l'idée que par le passé, la forêt était beaucoup plus étendue que maintenant. On a une image un peu d'Épinal d'une France couverte de forêts avec Robin des Bois qui court dedans, etc. En fait, les historiens se sont penchés sur le sujet, ils se sont rendus compte qu'au Moyen-Âge notamment, et il me semble qu'avant aussi, les forêts étaient beaucoup plus réduites en France. En fait, elles étaient énormément exploitées pour les constructions, notamment, hein, pour fabriquer des maisons, des châteaux et tout ça. Et en fait, elle était extrêmement réduite et ratiboisée, la forêt, à l'époque. Et finalement, depuis qu'on la protège, elle n'a jamais été aussi étendue que maintenant. Donc là, elle fait presque 17 millions d'hectares, ce qui est énorme. La forêt française se porte bien, mais attention, elle se porte bien parce qu'on y fait très attention. Hein. On ne peut pas s'amuser à aller en forêt un beau matin, tout raser et se construire sa baraque. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Si vous le faites, vous risquez très gros. Donc la forêt, l'intérêt, c'est qu'il s'y passe plein de choses. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on n'est pas obligé d'étudier un écosystème exotique hein, pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je vous encourage, si vous y faites pas trop de tours, là, éventuellement cet été, même si vous partez pas en vacances, je peux vous garantir que des petits tours en forêt, c'est bien sympa, c'est dépaysant, et il y a plein de choses à voir. Donc, je vous encourage à y aller, ça fait un grand bien aussi pour les nerfs. C'est très zen d'aller se balader en forêt. C'est vraiment un truc que je vous invite à faire. Donc là, premier exercice, première mission, il fallait essayer d'identifier, c'était un exercice d'application hein, pour voir si vous aviez compris toutes ces histoires de relations dans un écosystème. Je vous ai mis combien? Je vous ai mis 8 situations différentes que je vous ai remises là. Alors à chaque fois, je vous mettais les êtres vivants en présence. Et il fallait me cocher en fait dans le tableau s'il s'agissait d'une relation alimentaire, d'une relation de support, d'aménagement ou sociale. Je vous avais précisé que, je vous avais pas dit, mais potentiellement il y avait une ou des situations dans lesquelles ça pouvait illustrer plusieurs types de relations. Bon, en réalité, je crois qu'il n'y en a qu'une hein, de mémoire, on va le refaire ensemble. J'ai ma petite feuille de correction, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une où j'ai fait le coup. Bon, après, on peut tirer par les cheveux, mais on va essayer d'être simple dans notre histoire. Donc, je vais faire des allers-retours entre les illustrations qui étaient là et le tableau. Alors, la première situation, je vous ai dit que c'était une fauvette, il me semble, oui, et des baies de sureau. Alors, on voit très bien que la fauvette a une baie de sureau dans le bec. Elle est très belle, cette photo. Alors le sureau, c'est une plante, c'est un arbuste qui fait des petites baies. Sachez qu'on peut faire de la confiture ou de la gelée de baies de sureau. On peut même faire des beignets de fleurs de sureau avant qu'ils soient en fruits. C'est des choses qu'on trouve dans la nature très facilement. Ça coûte pas cher et c'est très bon. Si vous ennuyez cet été, vous pouvez vous lancer dans de la fabrication de confiture de baies de sureau. C'est délicieux. Pour ceux qui aiment la confiture, bien sûr. Bon, moi, je vous dis ça, je vous dis que c'est délicieux, mais j'aime pas ça, la confiture. Donc, attendez, je clique. Je vais mettre des coches, s'il veut bien, mon ordinateur. Bon alors, Coco. Allez, voilà. Ajouter une coche. Donc là, typiquement, la fauvette,
Et la bête sureau, c'était une relation alimentaire. La fauvette mange les bêtes sureaux. Je pense qu'il y en a qui vont m'avoir dit, là je fais la correction avant d'avoir lu vos retours, mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être m'avoir dit une relation de support. Si je vous avais mis fauvette et sureau, c'est-à-dire la plante, bah, je suis d'accord, la fauvette se pose sur la plante, c'est une relation de support. Mais elle se pose pas sur les baies. Enfin, si vous voulez, c'est un peu instable. La fauvette, elle met pas ses deux petites pattes. Vous avez vu la taille d'une bête sureau, elle s'accroche sur la plante elle-même, pas sur la baie. Bon, c'est un petit peu, bon, un peu pointilleux, mais c'est pas une relation de support là, c'est qu'une relation alimentaire. D'aménagement non, social non plus. Hein. Elle se tape pas une bavette avec la bête sureau, hein, la fauvette. Donc voilà, c'était tout. Ensuite, vous aviez une limace et un champignon. Alors pour ceux qui vont en forêt de temps en temps, ils voient parfois des champignons à moitié bouffés comme ça. C'est parce que les limaces et les escargots d'ailleurs raffolent des champignons, y compris les champignons vénéneux. Vous avez régulièrement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a un champignon qui est très spectaculaire en forêt, c'est l'amanite tumouche. C'est un champignon qui est rouge avec des points blancs. Alors celui-là, le bouffez pas, hein, attention. Encore une fois, je vous rappelle que tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon, hein. Donc vous ne mangez surtout pas une amanite tumouche, mais il y a des animaux qui s'en délectent. Et c'est pas parce qu'un animal peut manger quelque chose que vous, forcément, vous pouvez aussi. Il se trouve que les limaces, les escargots et les autres animaux qui mangent les amanites tumouches, je sais qu'il y a des rongeurs qui le font aussi. Eux, ils ont des défenses spéciales qui font qu'ils en meurent pas, vous voyez, alors que vous en mangez. Au mieux, vous passez 24 à 48 heures aux toilettes. Au pire, vous crevez dans d'atroces souffrances d'une diarrhée hémorragique. Je ne souhaite ça à personne. Donc voilà, la limace adore les champignons, y compris les vénéneux. Donc là, c'était une relation alimentaire. Et c'est également une relation de support parce que bien souvent, les limaces apprécient se déplacer sur les champignons. Elle ne se déplace pas que là-dessus, mais pas rare de voir une limace ou un escargot faire son petit dodo sur un champignon. Bon, évidemment, il l'a croqué avant, et puis après, il se pose dessus. Donc c'est une relation de support. On ne peut pas parler de relation d'aménagement ni de relation sociale, à nouveau, dans ce cas-là. Alors ensuite, je vous avais mis la situation numéro 3. Alors ces deux souris, elles se font pas des bisous. Hein. Alors effectivement, il y a les mandibules qui se touchent. Les mandibules, c'est les pinces au bout de la tête, hein, vous savez, les petites pinces qu'elles ont. Des sortes de mâchoires un peu si vous voulez, ou des grosses dents articulées. Et surtout, alors là évidemment c'est pas une image qui bouge, mais elles se frottent les antennes. Et je vous ai dit, j'ai oublié de retirer la majuscule. Les fourmis communiquent entre elles en se frottant les antennes. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles échangent des molécules chimiques, des phéromones, ça s'appelle. Nous, évidemment, on n'y est pas sensible du tout, mais c'est comme ça qu'elles communiquent. Et là, il y en a une qui dit à l'autre, je sais pas, à 3 km au sud, il y a une source de nourriture, vas-y, va chercher. Vous savez, c'est comme ça que les colonnes de fourmis s'organisent. On a l'impression qu'elles sont toutes hyper vachement bien encardées sur la présence d'une miette dans votre cuisine ou d'un truc comme ça. Ben, c'est parce qu'elles se sont communiquées l'info jusqu'à la fourmilière. Et elles le font donc en se frottant les antennes et en échangeant des phéromones. Donc cette situation-là, typiquement, c'est une relation sociale. C'est deux individus de la même espèce, ils entrent en contact l'un avec l'autre pour communiquer, c'est vraiment une relation sociale. D'accord ? Il n'y a pas d'alimentation, ils ne sont pas en train de se bouffer, il n'y en a pas une sur l'autre spécialement. Elles ne sont pas en train d'aménager leur territoire, on y reviendra après, mais là c'est vraiment une interaction sociale, elles se parlent en fait. Alors pas comme nous, hein, bien sûr, mais elles communiquent. Situation numéro 4, c'était un joli petit blaireau. Alors ça, on en a dans nos forêts, hein, même forêt locale, forêt de Montmorency, forêt de l'Isle-Adam et tout. Il y en a. Si vous vous baladez, vous pouvez trouver... Alors, vous croisez rarement le blaireau. Moi, j'en ai jamais croisé en direct. C'est un animal qui s'active plutôt la nuit. Mais par contre, vous pouvez trouver comme ça dans des butées ou des choses comme ça, des bords de chemin, des énormes trous. C'est pas des terriers de lapin, les terriers de lapin c'est beaucoup plus petit. Un blaireau c'est gros, hein, ça fait la taille d'un très gros chien. Hein. C'est vraiment une grosse bête. Ça a l'air tout mignon comme ça. Comme ce que je l'ai dit à ceux qui étaient en cours avec moi hier, on n'approche pas les mains. Hein. Ça a des grosses dents, ça n'aime pas du tout le contact de l'humain, donc vous approchez pas. Hein, si vous en croisez un, vous risquez de vous faire chiquer sévèrement. Donc un blaireau, ça a un terrier, et donc là, dans cette situation, on le voit qui est en train... Alors, théoriquement, il était en train de le creuser, mais enfin, ça se voit pas très bien. Ici, on est typiquement sur une relation d'aménagement.
il aménage son territoire, il creuse la terre pour s'y installer. Voilà. On pourrait dire, allez, on peut tirer un peu par les cheveux le truc, mais on pourrait dire que c'est également une relation de support, hein, quand il se met dans son terrier, effectivement, bon. Mais c'était avant tout une relation d'aménagement, hein, d'accord? Alors, il ne mange pas son terrier, il ne discute pas avec son terrier, donc on n'est que là-dessus. Situation numéro 5, un grand classique en forêt aussi, la fameuse mousse qui pousse sur les troncs d'arbres, souvent sur les troncs d'arbres couchés, morts, mais aussi vous pouvez trouver de la mousse sur un tronc d'arbre vertical bien frais. Hein. Donc là, c'est deux végétaux qui sont en relation l'un avec l'autre. Moi, je vous parlais de la mousse sur le tronc d'arbre. Donc là, ce qu'il fallait me dire, c'est que c'était une relation de support. Ça aurait pu être une relation alimentaire. Il se trouve que là, la mousse ne fait absolument pas de mal à l'arbre, elle ne s'en nourrit pas, mais sachez qu'il y a des plantes, notamment le gui, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on en parle pas mal dans Astérix et compagnie, parce que les druides vont cueillir le gui dans les arbres. C'est une sorte de petite plante parasite qui pousse sur les arbres et qui en fait non seulement se pose sur un arbre et puis insère ses racines dans la sève de l'arbre en fait. Donc elle pompe directement la sève sucrée de l'arbre qu'on appelle la sève élaborée. Donc c'est vraiment un parasite et donc là ça pourrait être aussi une relation alimentaire. Il y a des plantes qui se nourrissent d'autres plantes, ça existe. Donc je vous ai mis une illustration pour que vous voyez un petit peu ça. Je pense que vous avez tous déjà vu des boules de gui dans un arbre. En général, l'arbre qui est envahi de boules de gui, il est mal barré. C'est rare que ça dure bien longtemps. Il est parasité, donc voilà. C'est pas une relation d'aménagement, c'est pas une relation sociale. Et ici, c'est pas une relation alimentaire. La mousse sur un tronc d'arbre, ça ne lui fait absolument rien. Situation numéro 6, je sens qu'encore cette vidéo va durer 1000 ans, c'est terrible. Situation numéro 6, je vous ai montré, c'est une fourmilière, ça. On peut en croiser en forêt. Alors, je sais plus comment ça marche, mais il y a une expérience assez marrante à faire à l'occasion. Si je peux vous la faire et la filmer, je la ferai. Les fourmis, donc si vous croisez une fourmilière active en forêt, enfin c'est compliqué parce qu'il faut disposer en plus d'une fleur bleue. Vous balancez une fleur bleue dessus et la fleur bleue tourne au rose. Parce qu'en fait, les fourmis, quand vous leur balancez un truc dessus, surtout sur une fourmilière, elles se sentent attaquées et elles sécrètent ce qu'on appelle de l'acide formique, formique comme fourmi. C'est une sorte de molécule d'attaque, de défense, enfin, si vous voulez. C'est un acide qui leur permet de se défendre, donc. Et cet acide, il fait virer le bleu de la fleur au rose. C'est assez rigolo. Bon, voilà. Voilà, ça nécessite d'avoir une fleur bleue dans sa poche, de croiser une fourmilière. Effectivement, je confirme, c'est pas tous les 4 matins, encore une fois, mais enfin bon, c'est rigolo à faire. Donc la fourmilière, là, typiquement, c'est la preuve d'une relation d'aménagement. Alors, c'est une relation d'aménagement, mais là j'y réfléchis. Pour construire la fourmilière, une petite fourmi solitaire toute seule, elle n'y arrive pas. C'est grâce à une grande organisation au sein d'une colonne de fourmis qui est constituée de milliers et de milliers d'individus que ça se fait. Donc c'est également l'illustration d'une relation sociale finalement. Hein, une fourmilière, pour la construire, il a fallu s'organiser. Et puis en plus, pour qu'elle soit entretenue et qu'elle fonctionne, il faut que les fourmis s'organisent entre elles et communiquent entre elles. Donc finalement, je mets les deux. Bon, si on tire encore plus par les cheveux, allez, je l'octroie, c'est aussi une relation de support, du coup. Oh, finalement, il y avait plein de cas où il y avait plusieurs relations entre elles. Illustrées, je veux dire, je sais plus parler, moi. Je vais reprendre un café après, mon Dieu. Ensuite, situation numéro 7, les sangliers. Les sangliers. Alors, eux, pareil, c'est assez rare de les croiser en journée. Moi, je me souviens, j'en croisais quand je montais à cheval et que je faisais des balades, notamment l'hiver, un peu nocturnes, soit tôt le matin, soit tard le soir. Et quand on tombait sur une harde de sangliers, car c'est comme ça que ça s'appelle, on faisait pas les malins, parce que les sangliers, ils aiment pas être dérangés. Et je peux vous dire, surtout une femelle avec ses bébés, là, elle charge. Alors, rappelez-vous, les bébés des sangliers, comment ça s'appelle? Tiens, quiz, vous le savez, hein, je suis sûre que vous le savez. Comment ça s'appelle un bébé de sanglier? Vous me l'écrivez ça sur Pronote ou par mail. Le premier qui m'écrit, il a toute ma considération. Donc là, ils sont un peu grands, ces bébés sangliers, il faut que je me retienne de dire le nom. Et donc,
ça s'appelle une harde. Donc les sangliers se baladent, les petits se baladent avec les adultes, et en fait les adultes protègent les petits et leur montrent aussi où débusquer de la nourriture. Vous savez que ça farfouille par terre. Souvent, en fait, on voit pas directement les sangliers en forêt, on voit les traces de leur passage parce qu'ils retournent tout, mais c'est terrible. Ils grattent avec leurs groins, avec leurs pattes, et en fait, ils viennent chercher soit des champignons, soit des glands, soit des choses un petit peu enterrées, des châtaignes quand c'est la période. Donc voilà, donc ils se font plaisir et ils retournent tout sur leur passage. Donc on voit souvent des grosses zones retournées. C'est pas toujours des tractopelles et des motoculteurs, etc. C'est souvent des sangliers qui retournent tout. Donc ça, typiquement, c'est l'illustration là d'une relation sociale entre les individus, les grands qui protègent les petits, le déplacement en groupe, c'est pareil pour les meutes de loups, etc. Le fait de se déplacer en groupe, ça rend plus fort en fait. Donc il faut s'organiser pour ça, et donc on parle d'interaction sociale, de relations sociales. Et pour finir, le petit écureuil trop mignon dans son trou d'arbre, d'accord. Alors là, je pense qu'il y en a qui vont peut-être avoir fait l'erreur. On pourrait se dire que c'est une relation d'aménagement. Il a creusé le trou dans le tronc. Pas du tout. Hein. L'écureuil n'est pas capable de creuser un trou pareil. En fait, il utilise les cavités naturelles de certains troncs pour aller s'y cacher, pour aller y mettre ses petits, et pour aller y stocker sa nourriture. Enfin, on trouve des noisettes, mais pas que. Hein. L'écureuil ne mange pas que des noisettes. Hein. Sinon, il n'y aurait pas assez de noisetiers pour tout ce petit monde. Donc tous les fruits secs qu'il rencontre sur son passage, il va les stocker là. Donc là, c'est vraiment une relation de support seulement. D'accord. Il n'a pas creusé le tronc, hein, donc on ne peut pas parler de relation d'aménagement. Voilà pour cet exercice. Ouais, c'était histoire de quoi. Hein, ça y est, à chaque fois que je clique, je me retrouve dans la mousse. Ensuite, vous aviez un deuxième exercice qui était qui servait à bosser un peu sur l'impact de l'homme sur l'écosystème forestier. Là, je me suis rendu compte que j'ai mal organisé mes vignettes, donc plus c'était un peu fastoche. Enfin bon, vous aviez plein de situations là. À nouveau, j'ai été obligée de les mettre à la suite parce que j'avais pas la place. Chaque situation est nommée par une lettre. Et en fait, les situations marchaient par paires, c'est-à-dire que vous aviez des paires par thème, et puis dans chaque paire, il y avait une action négative et une action positive associée. Donc en fait, il fallait me mettre les lettres des situations dans les bonnes colonnes et par paire. Donc à chaque action négative que vous identifiez, il fallait me mettre la lettre de la situation qui correspondait à une remédiation, c'est-à-dire une action positive correspondante qui permet de rattraper le coup, si vous voulez, un petit peu. Alors il n'y en a pas toujours, malheureusement. Hein. Et puis parfois, il y a des actions positives gratuites qui ne répondent pas forcément à une action négative. Donc on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais en fait, assez vite, si vous regardiez les situations, vous arriviez à faire la correspondance. Alors, on va faire dans l'ordre alphabétique. Donc, la première situation, c'était à la situation A, une route traversant la forêt. Alors, a priori, c'est joli, on se dit c'est chouette, mais évidemment que la route, il a fallu la tracer et il a fallu tailler à travers la forêt. Hein. Et du coup, cette route, potentiellement, elle coupe les voies de passage naturelles des animaux. Les animaux, ils ont des voies de circulation qu'on peut identifier. Il y a même des expériences qui ont été faites avec des marquages d'animaux. Et on peut identifier comme ça des voies de circulation par espèce ou par groupe d'espèces. Et évidemment, quand on taille une route au milieu d'une forêt, on crée un danger clairement pour les animaux parce qu'ils continuent à traverser, sauf que qu'est-ce qu'ils peuvent se prendre dans la tronche ? Des voitures, entre autres, ou des camions, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est un drame parce que notamment pendant les périodes de reproduction où il y a des petits qui sont pas très alertes et qui n'arrivent pas à traverser vite pour certaines espèces, bam, bim, bam. Accessoirement, c'est dangereux pour les automobilistes aussi, hein. Parce que quand vous payez un sanglier typiquement dans la face, je peux vous dire que votre voiture s'en remet rarement. Le sanglier, ça me rappelle une anecdote ça. J'avais un copain qui conduisait en forêt la nuit, il s'est bouffé un sanglier adulte, probablement un mâle. Et le bloc moteur a été éclaté, sa bagnole était foutue, choc frontal, hein, il n'a rien pu faire, il ne roulait pas spécialement vite pourtant. Le bestiau a secoué la tête, l'a regardé et s'est barré. Il était dégoûté. Il s'est dit, mais c'est pas vrai, il m'a pété ma voiture et le machin se barre. Alors probablement qu'il a eu des contusions internes et que l'animal en est mort un peu plus tard d'hémorragie ou je sais pas, donc c'est bien triste. Mais voiture foutue, il aurait pu être blessé. Coup de bol, il n'a pas été blessé. Mais bref, ça peut être dangereux, hein, sachez-le.
Donc les petits malins qui s'amusent à faire des pointes de vitesse en forêt, hein, pour faire les cakes, voilà, je voudrais pas critiquer, mais c'est des débiles. Donc on évite, hein, en forêt, on peut croiser un animal à tout moment, et au-delà du fait qu'on peut le tuer, eh ben, on peut aussi avoir un accident grave. Donc voilà, c'est idiot, donc il faut pas le faire. Tout ça pour dire que ça, c'était une situation négative. Donc on y va, on va la mettre. Situation A. Allez, je clique. Oh, mon ordinateur présente des signes de faiblesse qui m'inquiètent. Mais je crois que je vous dis ça depuis le début du confinement. En fait, je crois que ça a toujours été comme ça. Donc, situation A. Et alors, on va essayer de trouver la situation positive qui va avec. Et alors, si vous cherchiez bien, vous tombiez sur la situation F, avec cette petite mignonnerie. Il existe des initiatives, alors là c'est une illustration qui ne se fait pas en France, je vais vous expliquer, mais il existe des passages protégés, des sortes de tunnels, ou des ponts parfois, qui permettent de faire traverser les petits mammifères, comme les hérissons, de façon sécurisée. Ça existe notamment sur les autoroutes. Alors sous les autoroutes, là, il y a souvent des aménagements, vous ne les voyez pas quand vous passez sur l'autoroute, mais il y a des petits tunnels qui sont creusés pour que les animaux n'aient pas à traverser l'autoroute. Pour pouvoir circuler, quoi. Et alors sur l'autoroute, je vous raconte pas, un hérisson sur l'autoroute, c'est mission suicide, hein. Ça marche pour les hérissons, mais il y a des tunnels plus gros pour les autoroutes, notamment pour faire passer les cervidés, c'est-à-dire les cerfs, les biches et compagnie. Histoire d'éviter les accidents pour les automobilistes et de sauvegarder les animaux. Et ça, en fait, c'est une illustration d'un plan qui a été mis en place à Londres, où en fait il y a eu des voies de communication creusées dans les murs des maisons, les murs au bord des trottoirs, etc. En fait, tout a été creusé, ils ont constitué une autoroute à hérissons. Parce que les hérissons, avec l'urbanisation, en fait, sont bloqués dans des parcelles. Or, un hérisson a besoin de 3 hectares minimum pour être bien, pour avoir de quoi manger, etc. Donc c'est une super initiative. Dans tout Londres, ils ont creusé comme ça une autoroute à hérissons. Je trouve ça trop bien. C'est une initiative qui pourrait être reprise en France. Moi, je trouve que ce serait très bien. Tiens, ça me donne des idées. J'ai proposé ça à ma mairie. Bon, bref. Donc ça, c'était la situation correspondante, la situation F. Et donc, parfois, ouvrez l'œil, mais dans certaines forêts, il y a des autoroutes à animaux qui sont installées, enfin des tunnels à animaux. Deuxième situation, c'était la situation B. Je vous montrais des arbres abattus. Alors, parfois on abat des arbres parce qu'ils sont malades. Et là, on n'a pas le choix, c'est pour limiter la propagation d'une maladie et qui pourrait compromettre toute une forêt. Donc ça, c'est bien. Mais là, c'est une initiative d'abattre des arbres pour aménager une clairière pour les promeneurs, pour que ce soit sympa, qu'ils puissent aller faire des pique-niques. Bon, alors ça, mettons d'accord. Alors si ça peut faire venir les gens, leur faire découvrir la forêt, c'est bien, mais enfin... Quand même, on abat des arbres, donc on pète l'écosystème, hein, fatalement. Mais, je vous avais montré que, et ça c'est en forêt de Montmorency que ça se produit, ce sont des jeunes arbres replantés pour reboiser la forêt. En parallèle des abattages d'arbres, il y a des gens, enfin c'est des campagnes de l'ONF, etc., qui replantent. Et bien souvent, maintenant, il y a des règles d'urbanisme qui font que quand on abat une parcelle de forêt, on est obligé de replanter, et même de replanter plus ailleurs. Histoire de compenser un petit peu. Bon, alors forcément, là, quand on abat des vieux arbres comme ça, on met en péril des animaux qui vivaient dedans, etc. Bon, donc c'est pas 100% ok, mais c'est mieux que rien, si vous voulez. Donc là, c'était la situation B qui était associée à la situation E. On y va. Situation B. Situation E. Je regarde, ça enregistre toujours, tout va bien. Je sais pas pourquoi mon dictaphone fonctionne une fois sur deux, c'est très bizarre. Situation C, ça c'est une famille dont j'ai caché les visages pour n'incriminer personne, qui est en train de nourrir des canards avec du pain sec. Je ne juge personne, moi-même à une époque je l'ai fait avec mes parents. Il y a un tas de gens qui font ça, persuadés que c'est cool. D'ailleurs les canards se jettent tellement dessus que tout le monde se dit que c'est ok. Alors, en fait c'est pas ok du tout, c'est-à-dire que le pain même sec gonfle énormément dans le jabot, le gésier et l'estomac des canards, ce qui peut les amener à des occlusions intestinales graves et qui peut les faire mourir. Un canard dans la nature, ça bouffe pas du pain, ça va pas chez le boulanger, ding dong, commander sa baguette, d'accord ?
Et puis les canards, surtout, faut éviter de trop les nourrir parce qu'ils se débrouillent tout seuls, mais à force de les nourrir, déjà certains tombent malades. Et puis à l'inverse, s'ils tombent pas malades, ils deviennent. Enfin, en fait, vous perturbez l'équilibre naturel de l'écosystème en nourrissant les animaux sauvages et vous pouvez, au contraire, trop favoriser la prolifération de certains animaux. Donc, en fait, l'écosystème, faut lui foutre la paix. Il ne faut pas intervenir dedans. Et quand vous nourrissez un animal sauvage, même s'il est content, a priori, c'est sympa, etc., à moins que ce soit un animal particulièrement en danger, par exemple les petits passereaux en ville à qui on donne de la nourriture en hiver parce qu'ils manquent de sources de nourriture à cause de nous, et donc on essaye de compenser, ça c'est bien, mais les canards dans les étangs, etc., ils se débrouillent. Ils n'ont pas besoin de nous, donc il ne faut pas aller les nourrir, s'il vous plaît, ne les nourrissez pas. Ils se débrouillent, encore une fois, tout seuls, et puis surtout pas avec du pain, parce que là, pour le coup, au lieu de leur faire du bien, vous allez potentiellement les tuer. Donc, pour pallier à ça, de plus en plus de communes mettent en place des panneaux d'affichage, de sensibilisation, pour dire aux gens qu'en fait, il ne faut pas nourrir les canards avec du pain. Donc ça, vous le saviez peut-être pas. Si vous l'avez fait récemment, ne vous flagellez pas. Hein, je veux dire, si vous n'étiez pas au courant, vous ne pouvez pas deviner. Mais maintenant que vous le savez, s'il vous plaît, ne nourrissez pas les animaux sauvages, en fait. Ne nourrissez pas, même si c'est un moment sympa, je sais, c'est super rigolo, etc., mais le faites pas, quoi. Donc là, c'était l'action C qui allait avec l'action G. Action C, action G. Et enfin, pour finir, nous avions la situation D. Donc c'était une décharge sauvage au détour d'un sentier. Alors ça, comment vous dire que, je sais pas si vous avez fait des balades dans la nature de temps en temps, hein, même pas en forêt, les pignoufs, pour pas dire autre chose, qui trouvent ça très intelligent d'aller vider leurs ordures en pleine nature, parce que comme ça se voit pas et puis ça salit pas chez eux, mais oh là là, mais mon Dieu, mais il y a des gens qui pensent à d'autres personnes qu'à eux-mêmes, enfin c'est complètement dégueulasse. Bon, voilà, flûte. Excusez-moi, je recevais un appel. Donc ça, c'est tout le temps des sacs plastiques, des bouteilles vides. Je vous parle pas des restes d'apéro sauvages avec canettes de bière et compagnie, mais mince, quoi, c'est compliqué de ramasser derrière soi. Alors forcément, quand on est beurré comme un petit lu, c'est compliqué de nettoyer derrière soi, oui, ça d'accord, mais bon... Enfin, donc ça arrive tout le temps. J'espère que vous, quand vous allez dans la nature, en forêt, vos papiers, vos emballages, vous les mettez dans vos poches et vous les jetez quand vous arrivez chez vous. C'est quand même pas compliqué, mince, pour pas dire autre chose. Ça m'énerve, c'est un truc qui m'exaspère. Je suis désolée, mais je m'emporte, mais franchement, les gens... Je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau parfois. Bon, et donc, cette action est évidemment négative, mais il y a des gens braves, des bisounours, dont je fais partie à l'occasion. Je vous incite à le faire aussi, c'est sympa, on passe des bons moments, je vous jure. Et qui font des opérations de nettoyage pour récupérer ce que les gros glandus ont laissé derrière eux. Voilà. Donc là, c'est trop mignon en plus. Nous, on fait pas ça, mais ils ont un petit âne avec une charrette qui les aide à porter. Donc c'est trop cool. C'est des moments très chouettes. Renseignez-vous dans vos communes. À Irani, ça existe peut-être des opérations de nettoyage de la nature. Et je vous jure que c'est très satisfaisant. Déjà, on peut casser du sucre sur les abrutis toute la journée en disant ouais, ça fait du bien. Et puis à la fin, on est fier de soi. Donc ça, c'est des initiatives spontanées de gens qui en ont ras-le-bol de voir tout le massacre qui est fait dans la nature et qui nettoient, parce qu'il faut bien le faire, c'est pas les pauvres petites bêtes qui vont pouvoir remplir les poubelles. Donc voilà. Donc là, c'était l'action D qui est corrélée à l'action H. D, H. Et on a fait le tour. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est une correction qui aurait pu prendre 10 minutes si je savais me taire. Mais là en plus c'est des sujets qui me tiennent à cœur, alors du coup je m'emballe comme d'habitude. Bon voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Écoutez, j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si ça ne l'était pas, vous revenez vers moi, je vous expliquerai et on en reparlera. Et puis écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde tient bon. L'année scolaire n'est pas finie. L'année scolaire n'est pas finie, tenez encore un petit peu, c'est l'affaire de quelques semaines. Et puis écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.